Après avoir vu le régime du changement des conditions de travail, voyons celui, plus dense, de la modification. Grand B, les modifications du contrat de travail. Le contrat de travail contient de nombreux éléments, parmi lesquels, je vous rappelle encore une fois, on peut citer le salaire, les horaires, la fonction, etc., etc. Certains de ces éléments priment sur les autres. Lorsqu'on avait parlé du contenu du contrat de travail, je vous avais dit, la directive communautaire de 1991 énonce une liste d'informations nécessaires pour le salarié, mais parmi cette liste d'informations nécessaires, que l'on va retrouver dans le bulletin de paie par exemple, eh bien, certains ont plus d'importance que d'autres. C'est pourquoi, a priori, leur modification est impossible sans l'accord du salarié. Je vais vous raconter dans un premier temps quelle a été l'évolution de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation sur le régime de la modification. Et puis ensuite, nous verrons quels sont ces éléments essentiels qui nécessitent l'accord du salarié. Petit 1, le contrôle de la modification par la Cour de cassation. Jusqu'en 1987, la Cour de cassation contrôlait ce qui était, selon elle, des modifications du contrat de travail ou non. En 1987, elle abandonne ce contrôle au juge du fond, à qui il appartient désormais de rechercher, cas par cas, si les relations entre les parties avaient ou non connu une modification. Les juges du fond vont alors adopter un langage qui n'est pas très précis. Ils vont, pour contrôler la modification du contrat, distinguer les modifications substantielles du contrat des modifications non substantielles. Lorsqu'ils estiment que la modification est substantielle, il faudra alors l'accord du salarié. Ce que la Chambre sociale a déclaré dans un arrêt très important, qui est un arrêt du 8 octobre 1987, l'arrêt Raquin, R-A-Q-U-I-N, que vous trouverez aux grands arrêts du droit du travail, numéro 48-50. La modification est substantielle. Cela veut dire que cela touche un élément qui a poussé le salarié à s'engager dans la relation contractuelle. On ne peut donc pas y toucher sans son accord express. L'arrêt Raquin est toujours applicable. En revanche, ils décidaient que lorsque la modification n'était pas considérée par eux comme substantielle, eh bien, cela n'entraînait pas de modification du contrat et cela ne nécessitait donc pas non plus l'accord du salarié. Le problème de cette distinction modification substantielle, modification non substantielle, c'est qu'il y avait des divergences entre la jurisprudence des juges du fond. Certains considéraient par exemple à tous les coups que le lieu de travail était un élément essentiel, et d'autres considéraient que ce n'était pas forcément tout le temps. La jurisprudence manquait donc d'unité. C'est pourquoi, par un deuxième arrêt très célèbre que vous devez également connaître, qui est l'arrêt Lebert, que vous trouverez... Ah pardon, je vous ai pas noté la date. L'arrêt Lebert du 10 juillet 1996. Lebert s'écrit L-E, plus loin, B majuscule, E-2-R, E, contre Société Socorem, que vous trouverez notamment à la RJS 8996, numéro 900. Par cet arrêt Lebert, la Cour de cassation décide qu'il faut abandonner la distinction modification substantielle, modification non substantielle. Elle va, à partir de cette date, de cet arrêt important, utiliser une autre distinction.
et celle-ci est simple. Soit il y a modification du contrat de travail, et il faut l'accord express du salarié en application de l'arrêt Raquin, soit il y a un simple changement des conditions de travail, auquel cas le salarié ne peut pas, a priori, refuser sans prendre le risque d'être sanctionné. Il restait, bien évidemment, à déterminer les éléments du contrat de travail qui, lorsqu'ils sont touchés par une décision de l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise, opèrent une modification nécessitant l'accord du salarié. Pour pouvoir déterminer quels sont ces éléments essentiels, la Chambre sociale a dû reprendre le contrôle de la qualification de la modification qu'elle avait abandonnée en 1987. C'est au travers du premier élément essentiel du contrat de travail, à savoir la rémunération, que la Cour de cassation va reprendre le contrôle de la modification, ne le laissant plus à la seule appréciation des juges du fond. Ceci dans un arrêt important, un arrêt de la Chambre sociale du 28 janvier 1998, dans une affaire concernant la société anonyme Sistia, SYSTIA Informatique, que vous trouverez notamment au droit social de juin 1998, page 523. Dans cet arrêt, que je vais vous expliquer après, on va commencer à s'attaquer aux éléments essentiels du contrat. Et par la suite, la Chambre sociale va, au fil du temps, définir ce qui constitue, selon la doctrine, les piliers du contrat de travail. Petit 2, les éléments essentiels du contrat de travail, ou, si vous voulez, entre guillemets, les piliers du contrat de travail. Je dis piliers entre guillemets et vous comprendrez pourquoi dans peu de temps. 3 éléments constituent le socle du contrat de travail auquel l'employeur ne peut unilatéralement toucher et qui nécessite donc, vous l'avez bien compris, l'accord express du salarié. Le premier élément, c'est une évidence. Il s'agit de la rémunération. La rémunération, élément essentiel que la Cour de cassation a dégagé dans l'arrêt Sistia Information que je vous ai cité il y a quelques instants. Ce qui était intéressant dans l'arrêt Sistia, c'est que il s'agissait d'un salarié qui avait une partie de son salaire fixe et une partie de son salaire variable. Et l'employeur décide de modifier le mode de calcul de la partie variable, et il se trouve que cette modification se fait en faveur du salarié. Il va gagner plus d'argent. Alors l'employeur ne comprend pas pourquoi on lui dit mais faut l'accord du salarié. Et pourquoi faut-il l'accord du salarié puisqu'il va gagner plus d'argent, puisque c'est en sa faveur? Eh bien c'est simple, parce que quelquefois il suffit que vous gagnez quelques centaines d'euros de plus et peut-être que sur votre feuille d'impôt ça va vous changer la vie, vous avez grimpé d'une tranche. Donc c'est peut-être pas forcément toujours intéressant une augmentation de la rémunération. Évidemment, seule la rémunération contractuelle est concernée. Le changement de la structure salariale qui résulte de l'application d'une convention collective s'impose aux salariés, en revanche, sans qu'ils puissent se prévaloir d'une modification de leur contrat de travail. C'est normal, si on modifie les termes de la convention collective et qu'il va y avoir par exemple la suppression de certaines primes ou des modes de calcul moins favorables pour le salarié. On ne peut pas leur laisser le loisir de tous refuser en disant c'est un élément essentiel de mon contrat. Non, là, la modification de la convention collective prime et s'impose aux salariés. L'employeur n'a donc pas toujours le choix concernant la rémunération du salarié.
En ce qui concerne, et pour finir, un dernier exemple, les objectifs fixés aux salariés, on a déjà vu cette histoire-là avec l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance du résultat. Donc, quand il s'agit des objectifs fixés aux salariés et dont dépend la partie variable de la rémunération, eh bien, en général, ils sont fixés unilatéralement par l'employeur et ils sont peu souvent contractualisés. La Cour de cassation a admis que l'employeur pouvait les changer unilatéralement à deux conditions. Qu'il soit raisonnable et que le salarié en ait été informé en début d'exercice. Voilà pour le premier élément essentiel du contrat de travail, le premier pilier, la rémunération. Deuxième élément essentiel, deuxième pilier du contrat de travail, la qualification. Il s'agit de la qualification du salarié déterminée au moment de l'embauche. Nous avons vu dans le petit 1 sur le régime de la modification du contrat de travail qu'il ne fallait pas mélanger les tâches à accomplir et la qualification du salarié, à propos de notre fameuse ouvrière agricole dans l'arrêt banane-citron. Eh bien, cela va être la même chose tout le temps. Ainsi, la diminution des responsabilités et des prérogatives du salarié, lorsqu'elles vont toucher à la qualification, à l'essence même de ce qu'il avait à faire, eh bien cela peut constituer une modification du contrat de travail. De même, si une réorganisation de l'entreprise fait disparaître les fonctions d'encadrement d'un ingénieur et qu'il se voit retirer ses responsabilités de planification, elle diminue l'ensemble de ses prérogatives et cela touche bien à sa qualification. Je ne vais pas plus loin. Distinction, tâche à accomplir, qualification. C'est le credo de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Le troisième et dernier pilier du contrat de travail, il s'agit de la durée du travail. La durée du travail que l'on va opposer en quelque sorte à l'horaire de travail. L'employeur ne peut unilatéralement modifier la durée du travail du salarié sans son accord express. En revanche, il peut changer les horaires d'un salarié s'ils ne sont pas contractualisés. Alors, évidemment, qu'est-ce qui constitue une modification du contrat ? Par exemple, le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit. Ça, c'est certain, c'est une modification de la durée du travail. De même, le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu. De même, le passage d'un horaire fixe à un horaire variable avec de longues coupures. Alors, vous l'aurez compris, l'employeur peut moduler les horaires de travail en fonction de l'intérêt de l'entreprise. Mais il ne peut pas toucher à ce qui constitue l'élément essentiel du contrat. Je vous rappelle là aussi l'arrêt de la Cour de cassation qui précise que la modification des horaires ne peut en aucun cas avoir un impact sur la vie personnelle et familiale du salarié. Il nous reste à aborder un point clé sur lequel peut-être vous vous interrogez. Pourrait-il exister un quatrième élément essentiel du contrat, un quatrième pilier ? Parce qu'en fait, les piliers, c'est fait pour soutenir, par exemple, un édifice. Et sur 3 piliers, c'est un peu bancal. Se pose, bien entendu, la délicate question du lieu de travail.